What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine ou de temps en temps. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme et que tu es prête à entendre un autre épisode vraiment awesome avec une invitée spéciale. Donc aujourd'hui, je m'assois avec Isabelle Grégoire. Je m'assois virtuellement avec elle. Isabelle et moi, on s'est jamais rencontrés en personne, mais ça fait longtemps qu'on se suit, qu'on se connaît virtuellement. On parle entre autres de voyage, on parle évidemment de vie entrepreneuriale, mais aussi souvent du sujet qu'on va vous jaser aujourd'hui, qui est la préparation mentale. Un pilier important pour la performance. Donc, Isabelle, elle aide les gens, les athlètes, les professionnels, les leaders, surtout à optimiser leur performance mentale pour les aider, ça le dit, à avoir une meilleure performance mentale, mais aussi à atteindre leurs objectifs, là, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau plus sportif, performance physique, mais aussi, comme je disais, en tant que professionnel, que leader, et même on peut aller jusqu'à n'importe quel rôle que tu as en tant qu'humain. On parle souvent d'entraînement physique, aller au gym, s'entraîner, faire de la musculation, du cardio. On parle pas assez, je trouve, d'entraînement mental. Donc, c'est un sujet que j'adore, qui me passionne. Et avec Isabelle, on plonge vraiment en profondeur dans son expertise, son approche, comment elle aide justement ses clients. Elle nous donne des petits trucs aussi qu'on peut déjà commencer à réfléchir ou mettre en action dans notre quotidien. Fait que c'est vraiment une super conversation. Puis c'est vraiment au-delà du contenu. Isabelle, c'est une femme absolument awesome. Son énergie, elle est positive, elle est contagieuse dans le bon sens. Fait que vous allez passer vraiment un bon moment à nous écouter, ou du moins je l'espère, mais je suis pas inquiète. Et justement, ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre feedback, d'avoir vos questions, vos commentaires après l'écoute des épisodes. Fait que n'hésitez pas à me rejoindre, contactez moi ou Isabelle pour tout ça, suite à l'écoute de l'épisode. Et n'hésitez pas à partager aussi avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'on peut vraiment tous bénéficier de travailler notre préparation mentale. All right, alors sans plus tarder, je vous laisse sur la conversation awesome que j'ai eue avec Isabelle. All right, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Aujourd'hui, je suis assise virtuellement avec mon invité awesome qui habite dans le passé, qui est sur la côte Pacifique des États-Unis. Mais je suis contente de te parler aujourd'hui, Isabelle. Bienvenue sur le podcast. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Moi qui est rendu à l'autre bout, à l'extrémité ouest, justement, du pays et un autre pays. Merci de ton invitation. Ça fait grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on se suit sur les réseaux sociaux. C'est souvent ça avec mes invités. On dirait que je pars toujours de cette façon-là dans mes introductions. On se suit sur les réseaux sociaux. On se rend compte qu'on a des choses en commun, qu'on a des approches similaires, qu'on peut apprendre à être inspiré l'une de l'autre. On finit par se faire un petit smoothie virtuel parce que des fois, effectivement, on n'habite même pas dans le même time zone. Et ça clique super bien. Puis je suis comme, OK, faut avoir ce genre de conversation-là sur le podcast. Donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui pour nous parler de toi, de ton expertise, de la performance mentale et tout ça. J'ai une petite chose à dire avant. Tu as dit le mot inspiration. Je trouve ça tellement important, ce mot-là, parce que dans l'histoire que je vais raconter un peu de mon parcours, là, une chose que j'ai décidé quand j'ai commencé à partir à mon compte, c'est que je voulais m'entourer de gens inspirants, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans ma vraie vie, ma famille, mes amis, pardon. Mais c'est vraiment ce mot-là qui fait partie intégrante de moi. Puis autant quand je rencontre des jeunes que des adultes, je me laisse envahir par le fait d'être inspiré par eux, par ce qu'ils vivent, ce qu'ils font. C'est vraiment intéressant. Puis le fait qu'on se rencontre aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce qu'on s'inspire l'une et l'autre. Exactement. À travers nos choix de vie un peu nomades et évidemment dans les domaines dans lesquels on coach et on aide les gens qui sont très, très complémentaires.
Mais avant de rentrer, c'est ça, dans le vif du sujet, parle-nous donc un peu de ton histoire. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu te spécialises justement dans la préparation mentale? J'ai appelé ça, dans le fond, mon histoire, mon coup de foudre avec ce métier-là en 2013. Ce qui est important de savoir, c'est que moi, là, dans au moins quand j'ai fini mes études en 99, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai commencé à travailler au Cégep Sainte-Foy et il n'y avait pas d'éducatrice spécialisée dans les cégeps. Okay. Pourquoi je t'en parle? Parce que j'ai été la première éducatrice spécialisée à travailler dans les cégeps. On en a au primaire, on en a au secondaire. C'est vrai, hein? J'avais jamais pensé à ça. Ouais. Quand je suis arrivée dans ce milieu-là, avec les services adaptés des cégeps, on a réalisé que ces jeunes qui continuent d'aller au cégep, qui ont des aspirations, qui ont des objectifs scolaires, malgré leur situation qu'on disait, on appelle ça des situations de handicap, là, mais c'est pas parce qu'ils sont handicapés dans toutes les situations de leur vie, mais on les aidait à dire, oui, tu as une situation X, tu as un diagnostic X, mais tu es aussi une personne avec des objectifs qui veut atteindre un objectif scolaire ou être capable de se rendre à l'université ou quoi que ce soit. Donc, peu importe leurs options, leurs ambitions, leurs objectifs scolaires, mon travail avec eux, c'était des années à dire, OK, malgré ta situation X, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à développer les meilleures stratégies possibles pour atteindre tes objectifs? Pourquoi je t'ai dit ça d'entrée de jeu? Tu vas comprendre après pourquoi, quand j'ai rencontré un préparateur mental pour mon fils de 13 ans, parce que j'ai 3 enfants sportifs et il y en a un qui a eu besoin d'avoir recours à un préparateur mental en 2013. Il avait 13 ans à cette époque-là. Je savais pas trop qu'est-ce que c'était que la préparation mentale, mais quand j'ai rencontré ce monsieur-là, qui s'appelait Alain Vigneault, c'est mon mentor, je me suis assise dans le bureau, mon garçon était là, j'ai fait « Wow! » Je suis tombée littéralement en amour avec cette profession-là. Mais pour moi, je travaillais dans un cégep, j'étais la première éducatrice, donc les meilleures conditions possibles de travail, tu sais, dans le sens que les vacances, un beau milieu, un milieu éducatif, donc c'est toujours en apprentissage. Et là, j'ai fait « Wow! » Ce métier-là, il est vraiment beau. Mais j'ai juste fait « Wow! » Puis à la fin de cette rencontre-là, ce monsieur-là me dit « Est-ce que tu peux devenir consultante pour mon entreprise? » Moi, j'ai fait « Pardon? » Wow. Parce que il m'a fait voir ce que tu fais au cégep avec tes jeunes pour les amener à atteindre leur ambition, dans leur progression d'apprentissage, d'habileté, quoi que ce soit. Et c'est la même chose que je fais avec mes jeunes athlètes. Mais toi, c'est dans le domaine scolaire. Puis mes athlètes auraient besoin d'avoir quelqu'un comme toi dans le décor-là. J'ai fait hein? Je suis tombée en amour avec quelque chose. Et à la fin de la rencontre, il me dit, voudrais-tu être consultant? C'était un signe. il y avait quelque chose qui se passait là. Puis tu sais, à cette époque-là, j'étais dans la trentaine. Et puis, on dit toujours qu'à 40 ans, il paraît que les femmes, la plupart des gens il se passe quelque chose à 40 ans au niveau de se redéfinir ou quoi que ce soit. Je me suis dit, peut-être que c'est ça le signe, tu sais, en préparation de ce qui s'en vient. Mais je riais avec ça parce que je me disais, mais je suis bien où ce que je suis actuellement. Mais ça continue à me trotter parce que je pense que j'avais un très gros côté entrepreneur. Et là, on est en train de me proposer, il y a un petit volet entrepreneur, là, sortir de ta coquille d'un domaine scolaire, puis de vivre par toi-même de ta profession. Donc, il y a eu toute cette progression-là qui s'est faite. Il y a un jour, je suis retournée sur les bancs d'école en 2015 pour aller chercher une formation avec l'Université de la France. À distance, bien sûr, mais j'ai fait 1 an et demi de cours. Mais c'était une discipline incroyable parce que je travaillais en plein de jours. Je donnais 3 cours de Zumba. J'ai 3 enfants, dont des jumeaux qui, à cette époque-là, étaient plus jeunes, sportifs. Et à 8 heures à tous les jours, ce soir, 2 heures de temps assidus dans mes devoirs pour aller chercher cette diplomation-là pour qu'un jour, je puisse vivre de ce métier-là. Bref. En 2015, puis en 2018, j'ai fait le grand saut pour partir à mon compte, Isabelle Grégoire, préparatrice mentale. Félicitations, quel beau parcours! C'est toujours intéressant de voir comment on peut transférer des acquis ou des connaissances d'une profession à l'autre ou d'une expérience à l'autre. Je vais toujours me souvenir, quand j'étais en Australie, j'ai travaillé 3 mois sur une ferme de brocolis pour pouvoir allonger mon visa. Fait qu'en Australie, ça a peut-être changé, là, ça c'est en 2014, mais si tu veux une deuxième année de Working Holiday Visa, faut que tu fasses 3 mois de travail en région, donc sur des fermes.
Puis je me souviens, j'avais des discussions avec d'autres backpackers qui étaient là, puis on travaillait, mettons, de 4 heures du matin à 6 heures le soir, tu sais, dans le champ, beau temps, mauvais temps. On puait le brocoli, genre à journée longue. On se déshabillait dehors tellement ça se sentait pas bon. Mais souvent, on était comme, aïe, aïe, genre, la plupart d'entre nous, on avait des maîtrises, tu sais, ou un bac. On était comme, on était en train de littéralement planter des brocolis dans un champ. Mais ce qu'on était en train d'apprendre comme compétence transversale, si on peut appeler ça comme ça, ben c'est sûr qu'après ça, quand je me suis lancée en entrepreneuriat ou tu sais, j'y pense encore là, à ces moments-là de dur travail, puis de longues heures, puis de persévérance, puis de littéralement voir ton petit brocoli tranquillement pousser, tu sais, à chaque semaine. Fait que c'est sûr que bon, toi, tes deux domaines sont un peu plus complémentaires que la kinésiologie puis les brocolis, là, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire dans le sens qu'il faut pas sous-estimer toutes les expériences de vie qu'on peut avoir. On sait jamais justement à quel point ça va nous amener quelque part d'autre ou nous ouvrir une autre porte, tu sais. J'ai travaillé pendant 20 ans au cégep. Puis ces 20 années-là, pour moi, c'était tellement évident ce que je faisais, c'était tellement intégré en moi que j'avais l'impression que tout le monde avait tout le monde. Je généralise un peu, mais j'avais l'impression que tout le monde avait un peu ces habiletés-là que j'avais développées au cégep. Alors, qui je suis, moi, pour sortir de ce milieu-là, puis aller proposer mes services à d'autres personnes, j'avais l'impression, puis c'est même pas le syndrome de l'imposteur, je me disais, mais tout le monde est comme ça, pourquoi il viendrait plus chercher mes services qu'une autre personne? Et je me suis rendu compte en sortant d'un milieu comme ça que, OK, j'ai vraiment beaucoup de compétences que je pensais que tout le monde avait et non, que je peux utiliser à profit de tout le monde, pour aider tout le monde en besoin de mes services. C'est intéressant. Compétences, mais tu sais, t'avais aussi la passion. Tu sais, je crois tellement à ça, les synchronicités de l'univers, puis les signes, puis les aha moments, puis les downloads, puis les épiphanies. On peut appeler ça comme on veut, là. Mais tu sais, quand il se passe quelque chose dans notre vie, puis tout de suite, on a une réaction qui vient de l'âme, qui vient du cœur, tu sais, qui vient du corps. Habituellement, ça ment pas, ça. C'est un petit signe qu'il faut peut-être aller ouvrir la porte puis creuser. Fait que je trouve ça vraiment bien. Puis je veux dire, t'as pas décidé du jour au lendemain de tout quit puis de te lancer dans quelque chose, tu sais. Je pense que ça aussi, c'est bon de rappeler que quand on fait des transitions de vie ou quoi que ce soit, ben ça peut être justement une transition, surtout quand t'as des enfants puis t'as plein d'autres facteurs qui viennent en jeu. Fait que non, je trouve ça vraiment inspirant la façon que t'as switché puis t'as utilisé justement ton expérience pour ce que tu fais aujourd'hui, là. Et je te dirais même que pour devenir entrepreneur, j'étais très, 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 très contente d'avoir dans mon bagage, ce bagage d'intervenante-là, mais aussi de préparation mentale, parce que chaque situation que je vis au quotidien, c'est ça, a son lot de bonheur, mais aussi son lot de OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis comment j'aborde le sujet m'aide beaucoup de par ce que je suis comme intervenante. Oui. Exact. Puis tu utilises tes propres outils, j'imagine, comme moi. Là, tu sais, je veux dire, quand j'ai des choses à passer à travers, je suis comme, qu'est-ce que je dirais à ma cliente en ce moment? Tu sais, quels outils puis quels exercices que je leur fais faire? Ben moi aussi, je vais les faire cette semaine. Tu sais. Et voilà. Cordonnier bien chaussé. Je dis tout le temps, ce que je vous enseigne ou ce que je vous aborde, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai juste vu dans la théorie ou dans des livres. Je l'ai testé, je l'ai essayé ou je l'ai vu d'autres personnes l'essayer, puis voilà les résultats ou les choses qui ont des impacts positifs que ça a apporté. Parce que c'est important aussi d'avoir un discours cohérent et authentique. Ah oui, absolument. Donc, parlons-en justement de la performance mentale, préparation mentale. Comment tu définis ça? Parce que je pense que c'est facile de visualiser une performance sportive. C'est facile de voir qu'on peut s'améliorer dans nos capacités physiques. Je courais 5 km en 35 minutes. Maintenant, je cours en 32 minutes. J'ai performé, je me suis améliorée. Mais des fois, mentalement, c'est moins concret, c'est moins tangible. Surtout, je crois, je vais pas faire de généralisation pour tout le monde, mais si on vient pas d'un milieu justement athlétique, sportif, tu sais, moi aussi, j'ai une préparateur mentale, j'avais 9 ans, tu sais, c'était assez commun là, dans le domaine du patin artistique. Mais quelqu'un qui a pas vraiment jamais grandi avec ça ou qui sait pas trop ça fait quoi, pourquoi, tu sais, comment tu définis ce concept-là? Je te dirais que d'entrée de jeu, avant même de définir qu'est-ce que c'est que souvent on associe justement les préparateurs mentaux uniquement au monde du haut niveau. Puis c'est vrai parce que dans ces milieux-là, de plus en plus, les personnes qui font ce travail-là sont intégrées quasiment à temps plein. Des fois, c'est en contrat, quoi que ce soit. Et moi, par choix, j'ai décidé de ne pas être tout le temps dans les grandes organisations pour offrir mes services à l'ensemble de la population, des jeunes, je suis beaucoup axée, tu vas voir, on va en parler tantôt, mais des jeunes et des adultes pour donner accès à la préparation mentale à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut aider. Je te dirais même à la limite, c'est un style de vie qu'on peut intégrer dans nos vies pour nous aider dans toutes les sphères, pas juste dans le sport. Donc, j'ai cette mentalité-là. C'est sûr que je pars d'un milieu éducatif. Donc, j'ai toujours le côté, pourquoi ce serait juste les athlètes de haut niveau? Tous les jeunes qui aspirent à du haut niveau, là,
Mais ça, on les outils quand ils sont jeunes, quand on les aide à prendre conscience de leur situation plus inconfortable et se préparer mentalement à faire face à ce qui s'en vient ou à vivre de manière plus un développement, j'appelle ça un développement sain dans le fond des saines pas des saines habitudes, ça c'est toi, des bonnes habitudes à avoir pour se préparer mentalement à ce qui s'en vient. Ça, quand je dis ça, les gens font ouais, mais préparer mentalement, Isabelle, c'est quoi? C'est ça. Je le dis d'entrée de jeu. Explique-le, Isabelle, pour les gens qui nous écoutent maintenant, qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est. Je parle toujours des 4 piliers de la performance qu'on entend. Puis là, je sais que les gens, quand ils entendent, on me voit pas présentement, mais les gens, le poil leur lève sur les bras quand ils entendent le mot performance. Ah, c'est toujours le mot performance. D'entrée de jeu, je vous dis que peu importe les mots qu'on utilise, je le définis toujours avec la personne. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être performant? Ça veut dire quoi être plus confiant? Ça veut dire quoi être plus focus? On définit toujours ces mots-là. Pourquoi? Parce que vous travaillez ensemble, parce que ta définition, toi, par exemple, l'auteur de la performance, n'est pas la même que moi. Puis moi, dans mon travail, j'ai pas à imposer c'est quoi la définition de la performance. Mais si la jeune ou le jeune ou l'adulte me dit je me sentais plus performant dans telle situation, OK? Ça veut dire quoi pour être performant pour toi? Puis qu'est-ce que tu es prêt à faire aujourd'hui pour travailler à y aller? Parce que dans les 4 piliers de la performance, il y a le côté physique, technique, stratégique et mental. Tu l'as dit d'entrée de jeu, hein, on va s'entraîner beaucoup, on va réussir à devenir plus fort, meilleur dans ce qu'on fait, dans la course tantôt. Mais qu'est-ce qu'on fait mentalement pour s'entraîner? Et c'est là que ça devient important. Préparation mentale, c'est pas juste de la magie qui fait je vais parler avec Isabelle, je vais me sentir mieux après. Oui, ça se peut que tu te sentes très bien après qu'on se soit parlé parce que je sais, dans nos rencontres, je fais en sorte que la personne reparte dans un meilleur état mental par la suite. Cependant, c'est un travail d'entraînement. Ouais. Comme tu t'entraînes à devenir plus forte, comme tu t'entraînes à devenir meilleur en technique, en patinage, quoi que ce soit, c'est la même chose que l'entraînement. Quand on parle, maintenant, de respiration, OK? L'entraînement de la respiration, les gens, ça fonctionne pas, cette technique-là. Ben oui, ça fonctionne, mais je vérifie avec elle, mais qu'est-ce que tu as fait pour t'entraîner à bien la maîtriser, pour l'utiliser dans un meilleur contexte? Donc, c'est un peu, la préparation mentale, c'est qu'est-ce que je fais pour me préparer dans un meilleur état optimal pour vivre ce qui s'en vient, l'événement qui s'en vient ou la compétition ou l'entrevue ou faire une présentation orale, peu importe, pour me sentir dans les meilleures conditions possibles. Et les gens, ce qu'ils doivent savoir, c'est que c'est de l'entraînement mental, c'est de la répétition, c'est de la pratique au quotidien. Ah non, non, j'adore ce discours-là et j'ai le même, hein. Tu sais, moi, dans mes 4 piliers, j'ai aussi le pilier du mindset. Puis, ce que j'explique aussi, c'est ça, c'est des workouts de mindset. Fait que, par exemple, si tu veux travailler tes jambes, ben, tu vas avoir des séries de squats, de fentes, de deadlift, tu sais, de step-up, de hip raise. Fait que tu as tes exercices que tu vas pas juste faire ça une fois au gym, puis après ça, tout est bon, mes jambes sont fortes, sont musclées le reste de mes jours. Tu sais, non, tu retournes genre à chaque semaine pour garder ta constance, pour garder tes résultats, pour t'améliorer aussi dans ton entraînement, dans cet exemple-là de jambes. Ben, le mindset, c'est la même chose. Puis, ce que je voyais aussi... par exemple, plus au niveau sportif, athlétique, puis moi, quand je patinais, quand j'étais plus ado, là, je faisais un petit peu l'erreur aussi. Par exemple, on a une compétition le lendemain, ben là, on va visualiser notre solo la veille avant d'aller dormir. OK, c'est bien, mais comme tu peux-tu visualiser toute l'année? Tu peux-tu intégrer des workouts de mindset, dans ce cas-ci, la visualisation, un peu comme ton workout de jambes, de façon constante à chaque semaine pour que ça devienne un automatisme, pour que tu sois plus à l'aise, pour que tu as les bénéfices, des avantages de la visualisation. J'adore ce que tu viens de dire là, parce que quand je pose la question, moi, je pose toujours la première question aussi en première rencontre, mais qu'est-ce que vous connaissez de la préparation mentale? Parce qu'après, moi, j'aime beaucoup le côté éducatif, hein. Je dis, je vais partir de leur connaissance et je vais construire avec eux pour qu'on ait le même discours, les mêmes informations. Puis souvent, ils disent, ils me parlent de visualisation. Puis je dis, est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a enseigné? Est-ce que tu en as entendu parler? Ah, c'est une fois avant la veille d'un match, quelqu'un m'a dit faire ça. Ou mon coach, je dis, visualise ton match. Pauvre personne qui ne sait pas comment visualiser parce que visualise ton match ou calme-toi avant ton match ou focus sur tes affaires. C'est des mots qu'on entend souvent, mais que les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Hein? Je pensais que j'étais calme, ils me disent de me calmer. Comment je fais pour me calmer? C'est ça. Une pression supplémentaire ou visualise ton match. Parce que je vois rien. C'est ça. Parce que la première chose à faire, c'est que les gens pensent qu'il faut juste voir, mais toi puis moi on le sait, c'est qu'il faut rajouter les 5 sens. Puis même, je pense qu'on a invité dernièrement en parlait. La visualisation, c'est l'importance de solliciter les 5 sens pour être plus près de la réalité, pour envoyer le bon message à ton cerveau. C'est ça. Créer un bon scénario dans ta tête. Mais si tu sais pas comment le faire,
on t'a jamais enseigné à le faire, puis on n'a jamais ajusté avec toi les choses. Mm-hmm. C'est pas juste la veille visualiser. Oui, ça va peut-être avoir un petit impact le fun, mais ça peut rendre, à l'inverse, ça peut augmenter ton stress si tu sais pas comment le faire. Mm-hmm, absolument. Puis ça m'est déjà arrivé, tu sais, d'avoir des gens, ou même on parle de professionnels, tu sais, visualise le meeting ou visualise ta, je sais pas moi, t'as une grosse décision à prendre puis tu dois le dire à ton boss, tu sais, visualise-toi le faire en te sentant calme ou enraciné, tu sais, puis tout. Puis là, c'est ça, tu sais, ils se ferment les yeux puis ils savent pas trop comment le faire. Ils pensent qu'ils le font de la mauvaise façon parce qu'eux, ils arrivent pas à voir concrètement, par exemple. Il y a différentes façons de visualiser, tu sais, donc c'est vraiment un bon point qu'on amène. On a parlé de respiration, on a parlé de visualisation. Je sais que toi, tu es comme moi, dans le sens que quand on donne des trucs pratico-pratiques, on peut faire des généralisations, mais évidemment individualiser, selon qu'est-ce que la personne a besoin, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais est-ce que tu as 2-3 autres modalités ou exercices de workout de mindset que tu inclus dans ce que tu proposes à tes clients? Encore une fois, pas pour dire, toi, fais ça 10 fois par jour, là, mais tu sais, juste qu'on comprenne certaines modalités qui aident à la performance mentale. Une chose très importante, là, que je suis contente que tu apportes cette question-là parce que souvent, je vais leur poser la question, je vais leur dire d'entrée de jeu, je vais pas t'imposer une façon de faire, je vais pas te dire comment faire les choses, je vais partir de ce que tu connais déjà et tes ressources intérieures. Parce que tout est dans l'art de questionner aussi la personne qui est devant moi. Des fois, on me dit un exemple, c'est correct de la part des parents, de dire je veux que tu aides mon enfant à se sentir plus confiant dans les situations. Bon. Mettons que c'est ça que la personne vient travailler avec moi. Comme je dit tantôt, je travaille à définir c'est quoi la confiance, à quoi ça ressemble quelqu'un de confiant, c'est quoi ton image de la confiance. C'est tout un processus. Ça permet même d'arriver avec des techniques, parce qu'on peut on peut aller taper sur Internet, il y a 1 million d'outils qui existent, comment développer sa confiance en 5 points types. Je ne suis pas de ce type-là. C'est vraiment à partir des questions, des informations que je reçois de la personne. Ben, moi, quand je vois quelqu'un qui est confiant comme ça, j'aimerais ça ressembler à ça. Ou j'aurais-t-il tendance à vouloir ressembler à ça, puis j'aimerais ça me sentir comme ça. Puis c'est beaucoup dans la façon de ressentir les choses. Mm-hmm. Donc oui, la respiration, la visualisation, mais je vais dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire au quotidien pour aller toujours rechercher ce sentiment-là? Et là, c'est pas une technique de préparation mentale, technique reconnue dans un livre X, c'est je pourrais essayer de faire ça. La première étape, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai déjà dans le moi comme outil, comme ressource que j'appelle, qui peut t'aider à commencer à le faire. Puis à un moment donné, quand la personne elle revient avec l'information 2 semaines plus tard, par exemple, parce que je les vois souvent 2 semaines, j'ai essayé, madame, mais là j'avais telle problématique, ou des fois j'y pensais pas, et là, mon travail, c'est de l'aider à ajuster, puis de dire, OK, moi j'ai telle technique qui pourrait venir, puis pour répondre à ta question, c'est de dire, des fois ça peut être de l'autosuggestion. Tu sais, tu disais tantôt, si à tous les jours, j'ai des capsules mindset. Mais si j'ai des capsules pour mes jambes, j'ai une capsule mindset, c'est peut-être des phrases à me dire à tous les matins. Selon le contexte, on parle de confiance. Là, en passant, tu t'en souviens, j'avais comme nommé l'exemple de la confiance. Ouais. Donc, je peux faire de l'autosuggestion. La méthode Coué, par exemple, c'est une méthode où la répétition, c'est que tu peux faire dans ta tête. Tu peux lire le message 10 fois tranquillement pour envoyer un message. Hein, c'est la neuroplasticité. C'est que si j'ai toujours pensé que j'étais pas bon, puis j'étais en train d'envoyer un autre message à mon cerveau, mais je me le répétais tous les matins. Parce que les gens ont tendance à avoir un self-talk assez j'aime pas le mot négatif, là, mais pas toujours bienveillant envers eux autres mêmes. Bienveillant, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est que les gens ont vraiment pas un discours envers eux autres mêmes qui est toujours optimiste ou gentil, comme on pourrait dire. Donc, c'est avoir un discours le matin, c'est partir ma journée dans un état plus optimal, plus bienveillant envers soi-même. C'est l'autosuggestion, c'est 10 fois la phrase dans ta tête. Après, c'est game, tu peux le faire à voix haute. Puis là, je lance un autre défi, c'est quoi? De se le dire devant le miroir 10 fois, tranquillement, comme ça. Ce soir, je vais avoir une belle pratique de baseball parce que, tu sais, c'est vraiment, tu t'arrêtes dans le miroir. Pourquoi je le fais faire dans le miroir, selon toi? Ben, j'imagine que, tu sais, on parlait de visualisation, fait que se voir nous-mêmes, tu sais, se voir le dire, ça rajoute une couche de plus que le cerveau pour retenir l'information, c'est moi-même qui me le dit à moi-même. Donc, cette information-là est encore plus véridique, puis je peux la ressentir encore plus. J'imagine que... C'est très confrontant aussi. La personne, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais si tu le dis devant le miroir, puis... Tu crois pas parce que t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise. Imagine à quoi ressemble ton body language et ton corps après quand tu arrives pour démontrer de la confiance sur une situation.
Alors, c'est tout le travail que tu fais tous les jours, c'est l'exemple de travail, c'est de dire, je l'ai pas fait, madame, j'étais gênée de me dire les informations devant le miroir. Ben, c'est normal, c'est gênant de se parler devant le miroir puis de se convaincre qu'on est bon. Mais si toi, tu n'arrives pas à te convaincre, comment tu peux convaincre ton adversaire que t'es, parce que des fois, on travaille sur j'ai une jeune qui s'appelle, pas qui s'appelle, mais qui avait travaillé son côté beast en basketball. Elle veut travailler sa férocité, mais c'est une fille super douce, super gentille, mais en basketball, elle veut se sentir plus féroce. Ouais. Mais c'est parce que, alors on travaille cet aspect-là avec elle, dans le miroir, travailler sa férocité, parce que je veux pas qu'elle soit agressive, je veux qu'elle soit combative. Donc, c'est vraiment différent aussi. C'est qu'elle travaille ça dans le miroir. C'est un exemple d'autosuggestion. Ouais. Il y a le switch aussi. Maintenant qu'on travaille à un autre aspect, tu me poses une autre question, qu'est-ce qu'on peut travailler avec moi? C'est souvent, comme mettons qu'on a une émotion qui monte, hein, parce que la gestion des émotions, c'est que l'émotion, tu peux pas la gérer. L'émotion, elle arrive, elle survient. C'est quelque chose d'immédiat. Ce que tu peux contrôler là-dedans, c'est qu'est-ce qui vient avec, c'est les pensées que tu y associes, puis comment tu la gères par la suite. Puis j'ai des jeunes, des fois, pas des fois, je dirais quasiment, j'ai pas voulu dire 100%, mais souvent, devant l'erreur, ouf, il reste longtemps sur cet état-là, désagréable, je viens de faire une erreur, qu'est-ce que les autres pensent, je suis pas bon, puis là, pouf, on part dans le cercle là, de la spirale négative, et le switch, comme la lumière, tic, tic, on-off, qu'est-ce que je fais pour faire un reset? Juste le dire, reset, ça fonctionne pas tout le temps, il y a une technique qui existe où tu peux faire un switch corporel. Donc, je viens de réaliser que j'ai une émotion, tu as le droit à ton émotion de 2-3 secondes. Là, je vais rapide, tu te le dis, mais tu sais, parce que des fois, les gens, ils veulent pas vivre l'émotion. Non, t'as pas le choix, elle est là. Qu'est-ce que tu fais avec? Et souvent, dans mes rencontres avec les gens, on décortique cette émotion-là et ce sentiment rattaché à ça et les pensées automatiques qui viennent pour qu'éventuellement, on les change pour que quand ça va réarriver, une erreur ou un sentiment pas agréable, qu'est-ce que je fais avec? Puis rapidement, switch. Puis il y a une switch, ça a rapport avec qu'est-ce que je fais? Ça dure comme 8 secondes, cette technique-là, maximum, là, puis il y a un geste physique qui se fait pour nous ramener à l'ordre. Si toi, tu faisais du patin, donc tu n'as pas nécessairement un objet dans tes mains, mais tu sais, maintenant, quelqu'un qui a un bâton de hockey, avec le switch, de se ramener à l'ordre, il va serrer le bâton de hockey, puis il va switcher sa pensée, là, son visuel ailleurs, pour aller changer son focus sur autre chose que sur le sentiment désagréable. Donc, c'est une technique, par exemple. Mais ça s'apprend pas juste sur Internet. Ça s'apprend avec quelqu'un qui te l'enseigne. Qui l'individualise aussi selon, oui, selon le sport, selon la situation, puis le switch, il s'utilise pas à toutes les sauces. C'est juste dans telle situation, toi, ça te convient. OK, essaye-le là. Puis si ça t'arrive, on en reparle la prochaine fois, puis on l'ajuste. Et moi, j'en ai qui a changé leur vie, là, ce switch-là, puis c'est une technique vraiment simple qu'on peut penser, mais je l'ai ajustée et adaptée pour la personne. Non, c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir partagé ces petits trucs-là. Ça donne une bonne idée des différentes choses qu'on peut faire mentalement. On l'a mentionné plusieurs fois, là, l'individualisation, de personnaliser l'approche est super important. C'est la même chose pour moi. Je veux dire, va sur Internet, là, il y en a 1 million de plans d'entraînement puis 1 million de plans alimentaires, Mais justement, ça t'apprend peut-être à suivre un plan, mais qui est pas adapté pour toi. Donc, tu n'auras pas nécessairement ou probablement pas les bénéfices, les résultats que tu recherches, Il y a une autre chose que tu mentionnes comme première étape, dans ton accompagnement, c'est vraiment la prise de conscience. Fait que prendre conscience de tout ça, en fait. Moi aussi, c'est aussi quelque chose que je dis. C'est la première étape avant, tu peux pas changer pourquoi t'es pas conscient. Comment tu l'expliques, toi, puis comment t'aides les gens à développer la prise de conscience sur ce qui se passe là, entre leurs deux oreilles? En fait, souvent, ils sont déjà rendus dans l'action. Souvent, que ce soit un adulte ou un jeune, là, depuis tantôt, je dis jeune et adulte parce que je précise que je travaille, oui, avec des jeunes adolescents, 12-18 ans, mais je travaille aussi avec des professionnels. Je travaille pas le côté, mettons, compétitif de sport, mais le côté, côté compétitif de leur travail, les entrepreneurs qui veulent accéder à des hauts niveaux aussi dans leur domaine, mais le mental se travaille aussi. Mais où je mets l'importance, c'est le prise de conscience, parce qu'ils prennent pas souvent le temps d'arrêter pour dire dans quel contexte ça je le vis plus souvent. Puis dans mes questions d'entrée de jeu, OK, vous me parlez de vous voulez sentir comme ça, mais dans quel contexte ça vous arrive, comment vous vivez les choses, qu'est-ce que vous ressentez. Puis là, on va beaucoup plus, on creuse plus
pour la prise de conscience, c'est que moi, dans mes rencontres, c'est que je pose des questions, je veux en savoir plus, pas pour faire une psychothérapie, pour que la personne elle réalise que c'est vrai, à chaque fois que je vis cette situation-là, c'est ça qui revient tout le temps. C'est pour aller voir qu'est-ce qui revient souvent pour qu'éventuellement tu trouves la bonne action selon ce qui revient souvent et non essayer de plein d'actions tout le temps. J'ai fait de la méditation, je fais des respirations, j'ai fait de la visualisation. Ils essayent plein de trucs parce qu'ils ont entendu dire que ces trucs-là pouvaient être bons, mais ils se sont jamais posé la question avant de dire, qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que j'ai de besoin? Donc, la prise de conscience, c'est de par mes questions. Je les répète toujours de la même façon. En début de rencontre, toujours, et puis, comment ça s'est passé ta semaine? Qu'est-ce qui s'est passé de bon? Qu'est-ce qui est moins bon? Qu'est-ce que tu... Puis au début, ils savent pas quoi dire. Puis là, à force de poser les mêmes questions, ils commencent à donner des informations sur eux autres, puis prise de conscience comme ça. Quand c'est avec moi en rencontre, bien sûr. Puis je leur fais, c'est sûr que je suis intervenante depuis 25 ans, donc j'ai comme une facilité de dire, tu m'as donné telle information le dernier coup, aujourd'hui tu m'arrives avec telle information, puis là, je les aide à faire des liens avec des situations qu'eux, souvent, ont vues de manière plus cloisonnée. Moi, je ramène et dis, non, regarde, telle chose, ça va ensemble, tu as vécu ça. Ah oui, j'avais pas réalisé ça. Donc, ça. Ils m'apportent l'information, je les aide à faire des constats pour ensuite trouver le bon outil le bon outil, la bonne technique ou la bonne façon d'aborder la situation. C'est vrai que ça a l'air général, je sais que ça a l'air général, mais c'est ça l'approche personnalisée. J'ai pas de programme, moi. Les gens, des fois, me disent, c'est quoi ton programme? Qu'est-ce que tu fais comme méthode? Oh, là, je suis un petit peu embêtée parce que je suis pas un programme. Oui, j'ai une méthode dans ma tête qui amène la personne à... La première rencontre est toujours similaire à tout le monde. Mais tout ce qui en ressort comme information devient un chemin personnalisé pour chaque personne. Absolument. C'est ça, la prise de conscience permet de justement, la prochaine fois que ça va arriver, là, la personne, dans le moment, elle réalise déjà comme, je comprends maintenant pourquoi je fais ça, parce que j'ai réalisé des patterns que je faisais dans le passé. Et là, comme j'en suis conscient, je peux essayer l'outil ou je peux essayer la stratégie puis voir si ça fonctionne, tu sais. Tout à fait. Puis des fois, il y en a pour qui la prise de conscience est plus difficile parce que c'est un feu roulant. Ouais. Donc, des fois, pour certaines personnes, on trouve soit on impose dans une journée un moment d'arrêt de dire, par exemple, à l'heure du dîner, pour les adultes, le professionnel, des fois, quand c'est un feu roulant, tu sais, prends une pause. Observe ton avant-midi, comment c'est passé. Est-ce qu'il y a des moments où tu crime, il s'est passé ça, mais t'as pas pris le temps d'arrêter parce que c'est un feu roulant? Là, tu prends un temps intentionnel de dire, non, c'est un bel avant-midi, j'ai réussi à faire ça, j'ai respecté mon plan de travail, nanana, OK, je repars le reste de la journée. En faisant ce temps imposé d'arrêt-là, 5 minutes avec un petit alarme, là, juste pour qu'il arrête. Éventuellement, ça va devenir naturel, parce qu'on s'entend que quand on introduit des nouveaux changements dans une vie, ça ne devient pas toujours naturel de dire, hey, moi, c'est facile, j'ai changé mon alimentation, maintenant, go. Non. Il y a comme quelque chose à répéter et d'où l'entraînement mental. Si je mets un alarme à tous les jours à 11h et à 4h pour me dire, OK, t'arrêtes, observe ta journée, accueille, comment ça va? OK, mais comment ça va? C'est des critères. Alors souvent, c'est un autre exemple d'intervention que je fais. Tu veux évaluer comment elle va ta journée, je t'imposerai pas des critères. Toi, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu serais satisfait de ta journée? Tu sais, on parle de critères de satisfaction. Si j'ai fait ça, si j'ai réussi à faire ça, puis je me sens comme ça, je serais contente. Donc, alors, c'est tes 3 critères. Puis quand le cadran sonne à 11 heures, tu observes ta journée, est-ce que tes 3 critères sont encore respectés? Oui. Yes, c'est une bonne journée. On continue. C'est un exemple. Ah ouais, vraiment. Puis tu sais, même ceux qui écoutent en ce moment, comme questionnez-vous, vous, ça serait quoi vos critères de satisfaction, tu sais, dans une journée? Parce que, puis je pense que, je sais pas si t'es d'accord, mais je pense que ces critères-là peuvent aussi changer, par exemple, d'une journée à l'autre. Tu sais, exemple, moi, les mardis, comme on parlait tantôt, c'est ma journée des enregistrements de podcasts, des appels avec mes clientes, des meetings, tout ça. Fait que mon critère de satisfaction quand j'arrive à l'heure du lunch, c'est que mon avant-midi, par exemple, a été productive. Mais par contre, si le mercredi, mon objectif de la journée, c'est pas nécessairement d'accomplir tout sur ma to-do list, d'avoir plein de meetings, peut-être que mon critère de satisfaction, ça va être que je me suis sentie, par exemple, je sais pas moi, vraiment calme et relax et dans le flow, tu sais. Fait que j'aime que t'intègres, oui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli, mais aussi comment je me suis sentie dans cette partie de la journée-là, tu sais. Tu vois, je donne un exemple. Tu sais, t'es outillé à dire, ça veut dire quoi être productif pour toi? Moi, avec une personne qui commence un travail avec moi ou qui est en accompagnement avec moi, c'est ça, je vais lui poser la question, ça veut dire quoi, toi,
te sentir productive ou avoir été productive. Parce que j'ai ma définition, tu as ta définition, puis là, je les ai amenés à préciser. Ben, si je suis productive, c'est que si j'avais 3 clients à rencontrer, mais à appeler pour telle raison, puis que, tu sais, faut que ça devienne encore plus clair pour les aider à éventuellement que ça donne productivité pour eux, que ça soit évident que c'est ça que ça veut dire. Exact. Parce qu'ils n'ont pas encore ce réflexe-là. Je sais que toi, tu l'as dit comme ça parce que tu es habitué de travailler dans ce sens-là. Mais ceux qui sont pas habitués, ben, je leur fais écrire, puis ils l'ont à côté d'eux autres sur leur table pour dire, OK. Puis quand ça devient naturel, facile, ils peuvent l'enlever de là. C'est ça, c'est de définir encore plus parce que, tu sais, je rebondis là-dessus. Moi, j'ai certainement, justement, changé ma définition de la productivité dans les dernières années, tu sais, ma définition du succès, ma définition même de l'ambition, ma définition de la performance. Fait que ça aussi, avec le temps, ça peut changer, tu sais, nos critères ou nos standards de certains mots. D'où l'importance, justement, de faire l'introspection, de se faire poser des bonnes questions. Fait que souvent, je trouve ça vraiment pertinent. Toi, ça serait quoi ta définition de la performance? Elle a grandement changé également parce que, honnêtement, puis j'aime pas le dire, mais j'aime le dire en même temps, c'est que, un des aspects de mon travail que j'aime exprimer, c'est que je ne suis pas parfaite, mais en même temps, ce que j'applique en théorie, je suis authentique avec moi-même, je suis cohérente avec ce que je suis, donc j'applique au quotidien les choses. Et je leur dis, moi, mettons, par exemple, quand j'étais au cégep, quand j'étais une cégepienne, j'avais des exigences envers moi-même qui étaient beaucoup trop élevées, dans le sens que je voulais toujours la perfection, puis dès que j'avais quelque chose, une erreur, dès que j'avais une note plus basse que 98%, ou tu sais, dès que j'avais pas atteint le côté perfectionniste, je pouvais rapidement tomber en mode pas auto-sabotage, parce que je suis pas dans ce contexte-là, mais dénigrement de qui je suis, qu'est-ce que je vaux, etc. Fait que l'estime de soi était très, très, très affectée. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'elle a vraiment changé. Je suis rendue à 45 ans aujourd'hui. Ma définition de celle que j'avais à 20 ans, à 30 ans, puis à 45 ans, elle a évolué. C'est la beauté aussi de la chose. Si elle n'avait pas évolué, j'aurais un petit peu un problème. La définition de la performance, pour moi, comment je pourrais l'amener? J'ai 2 exemples. Je vais donner un exemple parce qu'actuellement, dans mon travail, comme professionnel en français, puis c'est pour ça que je vais faire le parallèle avec l'anglais ensuite. Je vis maintenant en Californie, je fais mon travail à distance avec tous mes clients du Québec. J'ouvre l'ordinateur. J'ai toujours un sentiment de bien-être parce que je sais comment je commence la rencontre. Une de mes grandes forces, c'est d'être capable d'accueillir la personne si ça va bien ou elle va pas bien. Puis d'arriver avec elle à travailler sur ses objectifs. Même si ça part un peu partout, je la ramène toujours. Tu sais, j'ai des forces en intervention qui font en sorte que je me sens performante quand j'ai su utiliser les bons outils avec mes clients pour les ramener, pas dans le droit chemin, mais dans le chemin qu'ils gagnent à prendre pour se rendre à leur objectif sans se perdre toujours un peu partout. Ils viennent chercher la clarté mentale avec moi, donc je me sens performante quand je réussis à ne pas tomber dans leur spirale ou dans leur clarté, dans leur brouillard, mais que je les aide plutôt à revenir puis qu'à la fin de la rencontre, hey, merci Isabelle, je savais quand on vient de voir, par exemple, j'allais me sentir comme ça. Tu sais, je me sens performante au niveau de mon travail. Je le sais, l'entrée de jeu, je vais l'être. Je me sens comme ça. Je le suis encore plus en fait d'une rencontre quand j'ai senti que la personne, durant cette heure-là, est partie d'un état mental, puis à la fin, elle était dans un autre état mental plus optimal. Ouais. Puis je parle souvent d'état mental, là, c'est qu'on en parle après, mais c'est vraiment important de dire, elle est peut-être pas arrivée dans les meilleures conditions, mais à la fin, je m'organise pour que elle reparte avec un sentiment de dire, OK, quand je vais être seule avec moi-même, je vais être capable de faire des choses. Alors, elle repart pas dans le néant. Fait que la performance, pour moi, c'est quand j'ai su utiliser les bons outils au bon moment pour amener mes clients ou mes athlètes dans une progression durant même 1 heure de rencontre. Quand j'ai réussi à faire en fin de journée ma to-do list, puis je fais attention parce qu'avant, ma to-do list, c'était comme ça. Ouais, trop longue. Maintenant, mon sentiment de performance, c'est très de est-ce que j'ai fait mes tâches? Est-ce que j'ai eu du temps pour moi? C'est mon équilibre de vie que j'ai établi. Le mot équilibre qu'on utilise beaucoup, mais moi, c'est vraiment du temps pour ci, du temps pour ça. Puis quand j'ai pas réussi à faire du temps, maintenant pour l'entraînement, je me sens pas bien. J'ai pas performer dans ta journée, c'est ça. Ma journée est pas à mon goût parce que j'ai pas donné ce temps-là où je voulais avoir un équilibre. Je me chicane pas, puis avant, je me serais flagellée quasiment, franchement, puis mais maintenant, c'est non.
je l'ai pas faite. Pourquoi je l'ai pas faite? OK, j'ai pas de bonne raison. Ah ouais, mets tes espades, puis va faire ta petite marche. Tu sais, c'est de l'entraînement mental comme ça. Au niveau de la performance professionnelle, c'est comme ça. Par contre, les vieux patterns, les vieilles pensées automatiques du temps reviennent parce que je suis en train de devenir meilleure en anglais. Quand j'ai déménagé ici, je parlais pratiquement pas. Maintenant, je suis vraiment plus meilleure. Puis hier, j'ai eu mon premier client américain, californien, dans mon bureau avec moi. Ça faisait tellement des années que j'avais pas vu personne dans mon bureau. Ouais. J'ai fait en anglais. J'ai fait de la visualisation toutes les 2 semaines avant. J'ai respiré pour me mettre dans les meilleures conditions optimales de vivre ce moment-là. Mais la performance, je savais que je pouvais pas l'atteindre à la hauteur de ce que j'aime faire. Parce que la barrière de la langue était là. Fait que la performance, il a fallu qu'elle soit différente, ma définition de performance dans ce contexte-là. Pas à cause que je me nivelle vers le bas. C'est important, c'est parce que je devais considérer quand même les outils que j'ai actuellement, les outils ou mon niveau d'anglais qui est pas encore au top de ce que je voudrais avoir pour pouvoir intervenir faire mon travail comme je le fais en français. Je pense qu'on peut jamais vraiment faire notre travail de la même façon, là, à moins que tu étais bilingue, toi, c'est sûr, là, mais la performance, pour moi, à ce moment-là, elle est très différente de la définition parce que je suis pas dans un même contexte. Je fais la même chose avec les athlètes. J'ai jamais joué à ça ou j'ai jamais joué cette position-là. Oh, attends. Fait que tes ambitions, on les mettra pas en haut, top level, on va les faire progresser, pardon. Comme je fais en anglais. Fait que la définition de performance est différente selon les contextes aussi. Ouais, selon les contextes, selon nos standards, selon nos objectifs, selon l'état dans lequel on est, avant que ce soit, c'est ça, un meeting ou une nouvelle cliente ou quelque chose de plus sportif, là. Non, je trouve ça super intéressant. Comment on peut savoir ou observer qu'on s'est amélioré mentalement? Encore une fois, je vais faire une analogie avec physiquement. C'est facile de voir, j'ai perdu 10 livres, entre guillemets, j'ai amélioré ma composition corporelle, je le vois sur la balance. Au lieu de squatter 100 livres, maintenant mes squats, j'ai fait à 115 livres. C'est facile de voir que je me suis améliorée physiquement. Qu'est-ce qui nous permet de voir qu'on s'est amélioré, qu'on a amélioré notre performance mentale? Encore une fois, ça peut être des réponses qui sont très personnelles à chacun. Ce que j'entends souvent, là, je parle pas de moi, là, ce que j'entends souvent, c'est que ça se voit, c'est sûr que ça se voit pas rapidement. Quand tu sors d'une rencontre avec moi, comme j'ai dit au début, tu peux te sentir vraiment bien, super motivé, t'as tellement envie d'aller pratiquer, de l'affronter, ton match de basket, parce que on a eu un pep talk ensemble qui fait en sorte que je t'ai nourri dans ce que tu veux faire et que tu veux atteindre comme des ambitions. Mais, personnellement, parce que tu sais, il y a l'autonomie où tu as développé, tu ne seras pas toujours en rencontre avec moi, où les gens se rendent compte qui ont des améliorations au niveau de leur état mental ou de leur préparation mentale ou de leur mental, leur mindset, c'est quand ils se rendent compte que, un exemple, j'entends souvent, « Hey Isa, j'ai pensé à toi dans ta situation puis j'ai appliqué mon affaire. » C'est quand, là, ils réalisent, ils appliquent, puis ils l'essayent, puis ils voient des bénéfices de... Je suis pas là, je suis pas dans le décor. Moi, quand quelqu'un me dit « Hey, j'ai pensé à toi », j'ai fait « Yes ». Il y a quelque chose qui vient de se passer. Fait que ça, c'est un critère pour moi de dire, oh, la personne, elle vient d'avancer. Si elle a réussi à avoir le réflexe de dire, oh, Isabelle, elle me dirait quoi dans ce contexte-là? Je suis pas là. Il y a quelque chose qui s'en vient vers l'autonomie de dire, je pourrais essayer ça. Hey, j'ai essayé telle chose, ça a fonctionné. J'ai essayé telle affaire, ça n'a pas fonctionné. Mais pour moi, là, c'est un gain que tu as commencé à faire de la traite mentale parce que tu te questionnes, tu réfléchis, tu essaies des choses, tu réajustes. T'es pas obligé d'être avec moi. Ouais, ça, c'est un des premiers critères. Bon, c'est vraiment intéressant parce que la personne, là, elle se sent pas en contrôle, mais en contrôle aussi, mais crème, je suis capable de faire ça par moi-même. C'est ça qui est la beauté. C'est quand quelqu'un me ramène l'information, j'ai réussi à le faire par moi-même. Moi, j'ai jamais douté de ça, mais je suis contente que tu le réalises. Fait que ça, c'est vraiment un critère que j'entends souvent. Puis l'autre chose, c'est quand il me dit, hey, je me sens tellement plus léger. OK. Là, tu vas dire, ça veut dire quoi, léger? Ça veut dire quoi, léger? Tu dis, ouais, comment ça, tu te sens plus léger? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens plus léger? Quel événement qui arrive? Donc, c'est pas des exemples concrets de situations, c'est plus un sentiment, encore une fois. Dire, avant, quand j'allais rencontrer mon boss ou que j'avais une proposition à faire ou un client à rencontrer, j'étais crispée, je me sentais toute poignée, mes idées étaient pas claires. Mais depuis que je me prépare autrement, depuis que je fais de la visualisation, peu importe ce qu'ils vont me dire, tu vois, les épaules, ils descendent. Ben, ils montent de confiance, mais ils sont moins lourds, ils sentent moins de pression. Ils apprivoisent plus, mettons, la pression qui vient avec l'événement.
je me sens plus léger. Moi, quand j'entends, je me sens plus léger, c'est un autre critère pour dire que tu as réalisé que c'est moins lourd la vie. C'est pas lourd la vie, finalement. Quand tu décides de penser autrement ou d'agir autrement, mais oui, la vie peut être moins lourde. Tellement. Moi, c'est souvent ça que je donne comme exemple. Tu sais, quand tu fais face à un événement ou une personne ou une discussion, puis que tu te vois réagir ou répondre différemment que l'ancienne version de toi-même, ben ça, c'est un win, une victoire drette là, tu sais. C'est comme, hey, avant, là, Claudia, elle aurait répondu ça ou elle aurait été triggered ou affectée ou j'aurais justement spiralé dans, je sais pas moi, de la honte, de la culpabilité. Mais là, gardons ça. J'ai la même situation devant moi, mais j'ai même pas réagi, j'ai répondu, je suis restée calme, je me suis pas sentie. Fait que c'est ça, c'est s'observer, c'est exactement ça. de voir l'évolution, là. C'est cool, ça. Et c'est sûr que quand les suivis commencent à être plus décalés, au début, j'ai rencontre plus régulièrement pour, sentir qu'il y a un impact, quelque chose qui se passe dans les autres mêmes, parce que les impacts, on les voit pas toujours dès le début. À un moment donné, quand je pense que avec ce que tu as à faire là, parce que je donne toujours des petits devoirs, c'est de l'entraînement mental, donc selon la discussion qu'on a eue, qu'est-ce que tu dirais de travailler là-dessus, parce que c'est de ça qu'on a discuté, OK, là-dessus. Puis là, 2 semaines plus tard, moi, je pense qu'on pourrait se voir dans 3 semaines. Tu me regardes, oui, dans 3 semaines, parce que je pense actuellement que tu as les outils, tu sais quoi faire avec, et prête à les pratiquer, à vivre des moments, puis par la suite, reviens pour m'ajuster. Puis des fois, là, je dis, OK, je pense qu'on va attendre un petit bout. Ben, va tes propres gels, fais par toi-même un petit bout, mais tu sais me trouver si tu te rends compte que crime là, ça marche pas tout seul ou tu as besoin de réajustement, tu me réécris puis on le fait. Parce que mon but, c'est pas de les garder avec moi tout le temps, c'est d'être capable de leur donner cette autonomie-là de faire par eux autres mêmes. Oui, exactement. Non, je trouve ça super intéressant. On l'entend beaucoup là, dans notre conversation d'aujourd'hui, mais c'est quoi la différence entre la psychologie, tu aller voir un psychologue, et la préparation mentale, aller voir quelqu'un comme toi qui fait de la préparation, c'est ça, plus mentale? On l'entend dans tes exemples, à moins que quelqu'un n'ait jamais fait de thérapie de sa vie, là, mais comment toi, tu l'expliquerais la différence entre les deux? Où c'est un peu embêtant dans mon cas, c'est que je suis quand même intervenante en relation d'aide depuis longtemps, donc c'est certain qu'accueillir une personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit, en situation de crise ou non, j'applique quand même des principes de psychologie parce que je fais de la relation d'aide. Mais je te dirais qu'un exemple assez peut me faire référer des athlètes qui ont un suivi en psychologie, mais où la psychologue se sent pas outillée d'aider son athlète à faire de la préparation mentale. Parce que dans le fond, là, préparation mentale, même si on est vraiment soutenu par tous les principes de psychologie, le but, c'est de dire la personne, elle a un objectif. Par exemple, elle veut préparer efficacement pour les Jeux olympiques qui s'en viennent en cette année-là, à Paris, par exemple. Tu commences avant, là, mais c'est quand même me préparer efficacement sur un plan échelonné sur plusieurs années pour être prêt à cette journée-là. Puis des fois, il y a des bouts que ça va se faire un suivi en psychologie parce qu'il y a un aspect de sa vie où ça demande plus un suivi psychologique, psychothérapie. Alors que moi, je travaille sur des objectifs concrets de dire, si je veux me sentir plus confiant à affronter tel adversaire ou à comprendre mieux comment déjouer l'adversaire dans telle situation, puis la visualisation devient un outil intéressant, maîtriser la respiration, le journal de bord pour voir la progression. C'est souvent pas le psychologue clinicien régulier, là, je parle pas du psychologue sportif là, qui va faire cet aspect-là. Ça va être moi parce que c'est quelque chose de concret. On part du point A au point B. C'est ça. Qui peut être linéaire, qui peut être pas linéaire, au contraire, qui peut être parsemé pas d'obstacles nécessairement, mais de courbes et pas d'obstacles que je voulais dire, mais c'est un chemin qui est pas toujours sinueux. C'est un chemin sinueux que je cherchais. Alors que le psychologue sportif, lui, je te dirais qu'il y a un beau côté. Il peut faire autant de préparation mentale, donc enseigner des techniques pour le préparer à. Puis si il voit un volet ou quand même de bien, ça ne va pas être son goût, il peut faire un volet de psychothérapie parce que il a cette formation, la formation, mais aussi le droit de le faire. Parce que la psychothérapie, c'est un droit réservé quand même. Donc, il a le droit de faire un aparté puis de faire un processus avec lui dans ce domaine-là pour l'amener à on peut revenir après. C'est arrivé plusieurs fois où moi j'ai fait un processus où j'ai dit là, je peux pas continuer avec toi. Tu aurais besoin de faire un suivi en psychothérapie. Pas en psychothérapie, mais avec un psychologue. Et vu qu'ils font confiance en moi, mais c'est des fois quasiment plus facile de les amener à faire un suivi en psychothérapie parce que ils font confiance dans mon jugement de dire effectivement, je bloquais là. Puis même si je donne des techniques, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, je
trouve que le psychologue devient encore plus aidant dans le processus de l'athlète ou du... Je sais pas si c'est assez clair, mais psychologue sportif, parce que pour avoir... OK, psychologue... Mettons, psychologue sportif, tu dois avoir ton doctorat en psychologie sportive. Tu dois avoir ce volet-là en doctorat. Tu peux pas te nommer psychologue sportif si t'es pas allé chercher le master, le degré, voyons, le doctorat. Tu dois c'est ça, ton diplôme en doctorant, parce que tu peux pas appliquer ça. Mais c'est pour ça que je dirais la grosse différence. Moi, c'est certain que j'ai pu le faire parce que je suis en mesure d'être capable de dire ma ligne est là. Puis quand ça tombe dans un domaine trop en psychologie, moi j'avais une jeune fille qui allait pas bien au niveau de sa relation avec son chum à un moment donné. Bon, 5 minutes au début, ça va pas bien, c'est correct, mais quand ça est devenu très, très lourd, où il y a une problématique même psychologique, harcèlement, c'est plus à moi de travailler cet aspect-là. Ouais. J'ai des formations dans ce domaine-là, mais ce n'est plus à moi, dans le cadre de la préparation mentale, d'aider cette personne-là à poursuivre son chemin là donc une référence en psychologie à ce moment-là. Ouais, non, puis c'est la même chose pour moi, hein, je veux dire, tu sais, des fois j'ai souvent en fait avec c'est surtout des femmes là, que je coach, on va travailler la relation avec la nutrition, tu sais, la relation avec par exemple les troubles alimentaires et tout. Moi, je peux aider jusqu'à un certain point, mais je veux dire, j'ai pas un doctorat en psychologie spécialisé en troubles alimentaires, tu sais, je suis pas médecin non plus qui se spécialise dans les troubles de boulimie, anorexie, tu sais. Mais je pense que je trouve ça le fun d'entendre ça pour démontrer qu'on peut tous se référer, se complémenter comme service, qu'il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de parallèles justement dans notre façon d'approcher les trucs. Tu sais, moi aussi, je peux dire que j'en fais de la psychologie puis du life coaching là, dans mes approches, tu sais. C'est ça, c'est d'offrir cette approche-là holistique pour la personne avec qui, la personne qu'on veut aider, évidemment. Puis, tu sais, opinion vraiment personnelle, puis de ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ça, la psychologie, c'est souvent, tourner en arrière un peu, comprendre d'où ça vient, faire des patterns vraiment justement au niveau psychologie. Préparation mentale, ça le dit dans le mot, là, se préparer à quelque chose aussi, tu sais, qui s'en vient. Fait que non, c'est une bonne comparaison, une bonne différenciation aussi, parce que des fois, il y a peut-être des gens à l'écoute qui se demandent, j'aurais-tu besoin plus d'un psychologue ou commencer en préparation mentale? Fait que ça amène de la clarté là, à ce niveau-là. Malheureusement, j'ai aussi entendu l'inverse dans certaines situations où mon enfant, j'ai vu des psychologues, puis tu sais, puis j'enlève rien aux psychologues parce que je pense vraiment que pour avoir fait des psychothérapies, tout ça, ça nous apporte du bien. Mais des fois, c'est pas ce qu'ils ont besoin comme sorte d'accompagnement pour atteindre leurs objectifs. Fait que là, toujours la première blague que je fais, là, tu sais, je fais des blagues par rapport pas à la psychologie. Je fais juste la blague aux jeunes que j'ai vécu ça puis il n'y a pas eu une belle expérience toujours. Parce que là, on me posait trop de questions. C'était toujours dans ma tête, mon passé. C'était difficile pour moi de répondre. Mais je dis, moi, je vais te poser encore des questions aussi, mais pour t'amener à avancer par en avant. Parce que j'ai pas à aller dans ton passé. Je peux considérer qui tu es maintenant avec tout ton passé. C'est un peu la différence qu'on pourrait dire. Moi, ce que je fais souvent, c'est dire, je vais considérer tout ce que tu fais comme personne, mais si tu reviens toujours dans une question de oui avant, puis j'étais comme ça avant, ben oui, mais t'es rendu où maintenant pour qu'on avance vers l'avant? Puis si ça revient toujours, le réflexe d'aller dans le passé, ben effectivement, on a plus tendance à dire que c'est peut-être plus un psychologue. Dernièrement, j'avais un jeune qui m'a demandé des questions sur, il vient de se blesser, là, une grosse blessure, puis là, tout son profil de la prochaine année, là, c'était complètement, pour lui, c'était terminé, scrap, sa vie au complet. Sa maman me demandait si je pouvais l'aider. Je dis, ben, je vais vous rencontrer en premier, voir de quelle nature est le besoin de votre jeune, parce que s'il va vraiment pas bien puis qu'il a besoin d'un accompagnement en psychologie, j'aime mieux commencer directement en psychologie puis éventuellement, il reviendra me voir quand il ira mieux. Puis quand on a discuté ensemble, là, c'était plus mon genre de service qui pouvait l'aider au moment où qui m'a parlé. Mais c'est important, ce genre de questions-là aussi pour s'assurer qu'on offre le bon service et non un service à tout prix. Oui, absolument. J'avais travaillé avec Julien Borloo qui a été sur le podcast. Avec lui, j'ai fait ma conférence en Suisse. Lui, il est psychologue, mais il fait aussi du coaching, il fait de l'hypnose. Fait que, il y a différentes modalités. Puis il m'avait déjà dit, t'es comme, tu sais, Claudia, il dit, c'est correct là de retourner en arrière pour comprendre d'où ça vient, puis justement connecter des points, puis tout ça. Mais il dit, le but, c'est pas d'être experte de ton problème, genre experte de comme qu'est-ce qui a causé ton passé, tu sais. Le but, c'est d'aller de l'avant maintenant avec des outils, puis tu sais. Fait que je pense souvent à lui là quand
quand c'est ça, qu'on a ce genre de discussion-là. Non, c'est vraiment intéressant. On achève là, notre conversation en somme avant de te poser ma dernière question que je pose à toutes mes invités. Je voulais juste qu'on parle rapidement des parallèles entre athlètes, sportifs, jeunes, mais aussi vie d'entrepreneur ou de professionnel. Parce que moi, écoute, ce que j'ai appris dans le patin, c'est sûr que ça m'aide énormément en tant qu'entrepreneur. Mais même quelqu'un qui est à l'écoute puis qui veut performer dans son rôle de mère ou dans son rôle de conjointe, tu sais, ou dans sa profession là, qui a fait son 8 à 4 ou son 9 à 5. Qu'est-ce que tu vois comme parallèle entre les deux catégories, entre guillemets, de population et qui démontre à quel point cette préparation mentale-là peut être vraiment bénéfique pour, comme tu disais, un peu n'importe qui, là, tu sais? En fait, le parallèle, je te dirais que d'abord et avant tout, oui, je travaille avec des athlètes, mais je travaille avec l'humain. C'est ça. Au milieu de tout ça, c'est qu'un humain qui vit de l'inconfort dans une situation X, il y a une personne, pas un athlète, un professionnel, un jour qui m'avait dit, Isabelle, dans le fond, la préparation mentale, c'est d'être plus confortable avec l'inconfortable. Tu sais, les situations qui sont inconfortables, puis comment je peux agir ou faire en sorte que je sois moins inconfortable puis que j'accepte qu'il y a un processus qui se passe. Et que tu sois un athlète, que tu sois une maman, que tu sois une mère de famille, que tu sois un professionnel, il y a un processus. Si tu es toujours axé sur juste le résultat, là, les impacts sont difficiles. Oui, je veux faire ça, je veux atteindre tant de résultats, je veux être à la marge du podium, mais que tu sois un athlète ou un professionnel, c'est important d'avoir des objectifs de résultats. Mais si tu as juste ça en tête, oups, ça va pas très bien. Tu gagnes à avoir des objectifs de performance, des objectifs de processus. Tu sais qu'on dit toujours trust the process. Tu sais, faites confiance au processus. C'est un aspect qui est très difficile autant pour les athlètes que les professionnels. Mais quand on se remet à dire, OK, qu'est-ce qui m'appartient ici maintenant pour progresser au quotidien vers l'atteinte de cet objectif-là? Ça, c'est objectif, là, je l'utilise beaucoup avec les athlètes. Puis avec les professionnels, là, le parallèle que je peux faire, c'est je parle beaucoup d'état mental. Si après de votre journée de 9 à 4, vous êtes toujours brûlé, plus capable de rien faire après, vous n'aimez pas votre vie parce qu'elle n'est pas balancée, puis toutes les raisons comme ça, c'est un état mental qui fait en sorte que vous vous sentez overwhelmed ou super débordé. Qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire au quotidien pour atteindre un autre état mental? C'est ça. J'aimerais ça me sentir. Si j'aimerais ça me sentir comme ça, OK, qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement pour faire ça? Et c'est la même chose pour l'athlète ou pour le professionnel. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous investir, votre engagement, votre commitment pour atteindre l'objectif ou votre état mental visé? Pour moi, c'est exactement la même chose. Certaines personnes vont avoir besoin d'une technique plus précise, comme la visualisation, comme on a mis tantôt. Puis il y en a d'autres, ça va juste être de réaligner un plan, de se faire un plan. Un plan, là, des fois, c'est je regarde un horaire de travail, de dire un horaire de travail ou un horaire de journée. Puis moi, je me suis toujours dit, je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un de 50 ans de revoir son horaire de travail? Mais des fois, c'est quoi? C'est ça qu'il faut, c'est pas ça qu'il faut faire, mais des fois, c'est la solution dans la situation de la personne. Je peux pas prétendre que la personne est outillée comme moi je suis depuis 25 ans. Alors, des fois, la personne, elle a jamais pensé à faire un horaire différemment en pensant à ses besoins. Donc, le parallèle, c'est que peu importe qui, que tu aies 52 ans, que tu aies 9 ans, là, actuellement, tu vas atteindre ça, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire au quotidien? Puis ceux qui sont pas prêts à travailler au quotidien sur eux, c'est plus difficile d'en voir les bénéfices. Donc, pour moi, là, je sais que tu voulais voir un parallèle entre les deux, mais je crois que vraiment que c'est, peu importe le rôle, le chapeau que tu portes dans la vie, tu es humain d'abord et avant tout, tu vis des choses, tu ressens des choses. Puis je te dirais que j'ai jamais entendu quelqu'un dire j'aime ça être poche dans la vie, j'aimerais tellement ça. On vise à être une meilleure version de soi-même. Donc, oui, on est fait pour évoluer, ouais. On est fait pour évoluer. On parle pas de ceux qui ont des problèmes de santé mentale ou quoi que ce soit d'autre. Je parle de ceux qui, consciemment, veulent être mieux, faire performance ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est la même chose. Peu importe ton rôle, ton âge, le sport, le calibre, ton niveau d'envie, ton niveau de scolarité, je m'en fous pas, mais pour moi, c'est l'humain qui est devant moi avec ce qu'il veut atteindre. Je fais la différence pour la préparation mentale. Puis, honnêtement, mon plus jeune avait 6 ans, mon plus vieux, 72 ans. Les gens disaient, tu travailles avec des âges comme ça? Non, c'est plus dans le milieu habituellement, mais mon plus jeune de 6 ans, là, il n'est pas encore assez mature pour toutes les réflexions. Mais je posais des questions avec le monde des enfants pour qu'ils réalisent qu'il pouvait arriver dans le cours d'école fort, comme un super-héros. Là, tu passes après, là, comme ça, le 72 ans, c'est pas le discours du super-héros. Là, tu tombes avec un discours qui est plus pour le golf, avoir du plaisir au golf. Ça va pas aux Olympiques, là, monsieur?
Donc, le parallèle à faire, c'est que peu importe qui tu es, tu peux en bénéficier. Par toi-même, en cherchant sur Internet, parce que tu lis des podcasts, parce que tu lis des choses, ou des fois, tu as besoin d'une petite aide ponctuelle, un préparateur mental ou une coach comme toi aussi, parce que tu en fais déjà de la prep mentale. C'est magnifique. Tu en fais déjà pour toi-même, pour tes coachs, tes clientes. Donc, c'est magnifique dans ce sens-là. Ouais. Ah, j'adore cette conversation. Merci beaucoup, Isabelle. Où est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais il y en a qui entendent ça et qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, te suivre, travailler avec toi aussi éventuellement? Me suivre sur les réseaux sociaux, il y a le Facebook professionnel, aussi facile que mon nom, Isabelle Grégoire, réunion préparatrice mentale. Puis sur Internet, là, il y a mon site Internet, c'est encore facile, isabelle-grégoire.com, .ca maintenant, pardon. Même si je suis aux États-Unis, j'ai gardé le CA. C'est comme ça. Mais là-dessus, en fait, je suis très accessible pour n'importe quelle question aussi. Hein. C'est pour avoir un rendez-vous, que les gens disent comment je te dois pour ça. Non, un rendez-vous de discussion, un smoothie virtuel ou un café virtuel, peu importe, pour en apprendre plus, pour voir si ce que je suis, qu'est-ce que je fais peut répondre à votre besoin ou celui de votre enfant. Pour moi, c'est un temps de qualité à offrir 15-20 minutes pour en discuter, pour voir si je suis la bonne personne. Génial. Fait que je vais mettre ça dans la description du podcast. Fait que vous allez pouvoir aller cliquer sur les liens, puis c'est ça, te contacter pour des questions ou une discussion. Isabelle, merci pour cette conversation awesome. Merci pour ce que tu fais aussi. J'apprécie ta franchise aujourd'hui, ton partage, que tu as raconté ton histoire, tu as donné des trucs. Je pense qu'on a des changements de mindset aussi juste en entendant ta façon d'aborder les choses. Fait que c'est vraiment apprécié. Puis, il me reste, c'est ça, la dernière question que je pose à tous mes invités pour finir l'entrevue. Est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Ah, c'est drôle parce que habituellement dans mon ancien bureau, là, j'avais une quote en arrière de moi, là, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Parce que c'est de Nelson Mandela qui disait justement que on est toujours en train de voir ça comme une fin en soi quand on perd ou quand on n'a pas le résultat escompté. Mais là, on est dans la voie plus du négativisme. C'est difficile de se relever de ça. Alors que si tu dis, OK, j'ai gagné, on est content. Ou, OK, on a perdu, entre guillemets, mais qu'est-ce que j'apprends de ça pour que la prochaine fois, je sois encore une meilleure version de moi-même lorsque j'aurai à faire face à l'adversité. C'est vraiment une citation que dans le monde du sport. Puis j'en ai une tatouée sur mon bras ici, qu'on voit pas, c'est que viva la vida, c'est que la vie est belle, life is good. C'est un ancrage pour moi de dire des fois quand j'ai l'impression que ma tête à part d'un sens puis l'autre, attends une seconde, la vie est vraiment belle. Fait que je flatte mon bras puis je me dis hey, c'est déjà la vida. On profite de la vie puis on enjoy chaque moment. Pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, je profite du moment présent. J'en ai comme une personnelle J'aime ça. Et une professionnelle. Ah, génial. Ben écoute, sur ces belles paroles, on est super inspirés. Puis merci encore pour ton temps, Isabelle. Merci, Claudia. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.